Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui au ministère. Et je tenais à vous remercier au nom des 1100 adhérents du Pôle Habitat. Cette année, comme vous le savez, a été une année particulière et contrastée pour nos professions. Un marché de la maison individuelle plutôt dynamique et des difficultés au niveau de l'aménagement et de la promotion immobilière, au niveau des autorisations, avec des volumes qui sont ciblés plutôt à la baisse, avec 50 000 logements de perdus, je dirais, si on compare par rapport à 2018, qui reste notre année de référence. Et c'est vrai que dans cette crise aujourd'hui, qui trouve ses sources dans une pénurie de demandes, plus que de demandes, nos entreprises sont confrontées à de nouveaux défis, à de nombreux défis. Et donc, c'est pour cela que nous avons souhaité placer notre convention nationale sur réussir nos transitions. Et la première de celles-ci est bien évidemment une transition environnementale avec l'application dès 2021 de la réglementation RE 2020. Et c'est vrai qu'après de longs mois d'échanges que vous avez souhaité constructifs, et je vous en remercie, puisque c'est vrai que je crois que c'est l'une des premières fois où on a pu autant échanger avec vous sur ce texte. Je pense qu'on est arrivé à un compromis satisfaisant, en positif, entre ambition et faisabilité technique. Alors, nos entreprises sont conscientes des enjeux environnementaux et on ne peut pas nier que ceux-ci doivent être reliés au premier plan. Mais c'est vrai que ça se traduira à brève échéance par une augmentation des coûts qui vient en complément de l'augmentation des prix des matériaux actuels, donc qui se traduira également par une augmentation des prix de sortie, y compris pour les ménages les plus modestes. Alors, dans ce contexte un petit peu particulier, quelles mesures comptez-vous prendre pour nous accompagner la profession par rapport à l'ensemble de ces surcoûts? Bonjour. Bonjour, Bienvenue au ministère et je voudrais aussi saluer tous vos adhérents. Moi, je suis très contente de participer à cette discussion pour vos journées de travail sous ce signe des transitions. On y reviendra parce que je pense que c'est un beau sujet. Pour la transition écologique, moi, je suis globalement assez satisfaite du process de concertation pour la RE 2020. Vous l'avez dit, on a pris le temps de discuter, de concerter. Et par ailleurs, il n'y a pas d'entreprise du bâtiment que je rencontre ou que ce soit qui ne soit pas consciente que cette transition est devant nous et qu'il faut la faire. Et rien que ça, je pense que c'est un bel acquis de notre capacité à affronter le sujet du changement climatique et de la manière d'y répondre. Cette réglementation, moi je l'ai souhaitée très progressive. Et donc, comme vous le savez, le premier changement qui est au 1er janvier 2022 est un changement surtout sur les modes de chauffage, avec un objectif d'avoir une économie d'énergie en fonctionnement de l'ordre de 30%. En revanche, sur le process de construction, c'est plutôt le point de départ de la mesure et de la méthode. Et les jalons importants, ceux qui sont plus exigeants, arrivent un peu plus tard. Ils arrivent en 2025, puis en 2028. Et c'était une volonté collective de ne pas aller trop vite, de permettre aux entreprises d'être en capacité de répondre à ces jalons et donc de mettre personne en difficulté. Alors les appréciations, les débats sur le surcoût de la RE 2020 sont pas totalement tous convergents. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que les entreprises sauront absorber cette réglementation sans surcoût majeur. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on mette en place un suivi et que, si nécessaire, on ajuste, parce que ça, on fait des hypothèses avant, mais après, la vraie vie a lieu et les choses ne se passent jamais exactement comme on pensait. Et puis après, vous l'avez cité, ça rentre dans cette période de crise du prix des matériaux, de crise du prix et de pénurie. Et donc, on est dans une période particulière. Et face à ça, vous le savez, avec Bruno Le Maire, on s'est engagé à accompagner au maximum sur les délais de paiement, sur le fait de ne pas réclamer les pénalités, sur les délais qu'on a donnés aux dispositifs fiscaux pour être sûr que les travaux sont bien finis à bonne date sans que les entreprises pâtissent des délais liés aux problèmes d'approvisionnement.
et puis avec la mise en place d'une médiation. Donc voilà, on est à vos côtés en espérant que cette crise se résorbe. J'ai l'impression qu'elle se résorbe un peu sur les matériaux de construction, pas sur les semi-conducteurs, ça c'est clair, un peu sur les matériaux de construction, mais en tout cas on suit ça avec vous. Notre inquiétude aussi porte sur les élus locaux, on y reviendra un petit peu plus tard, et sur l'inflation de chartres que l'on peut voir fleurir un petit peu dans différentes agglomérations ou même petites collectivités. C'est pas forcément lié à la taille de la ville, ni à l'étiquette politique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez généralisé, qui se généralise de plus en plus. Le label RE 2020 il va également arriver. Là aussi, on se demande si celui-ci ne va pas nous faire griller certaines étapes importantes, justement, pour pouvoir apprivoiser cette nouvelle réglementation. Et donc, on a le nouveau référentiel aussi qualité qui va arriver dans le cadre de l'évolution du dispositif Pinel, et là aussi pour 2023. Donc 2023, c'est demain. Et donc, dans ce contexte, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait une attention particulière qui soit portée sur les collectivités locales et que quand celles-ci nous demandent d'aller au-delà de la réglementation en vigueur, eh bien, on puisse objectiver quel est le coût de cet ensemble, justement, pour ne pas brûler ces étapes. Alors, voilà, je voulais avoir votre avis sur le sujet, savoir ce que vous en pensiez. Pour moi, l'objectif, c'est d'arriver, entre guillemets, à décoincer la reprise de la construction neuve dont nous avons besoin et de le faire avec des logements de qualité. Sur la reprise de la construction neuve, vous avez pris 2018 comme point de référence en disant qu'on était à 50 000 logements en dessous. C'est vrai, on est quand même en phase de reprise puisque nous, les derniers chiffres disent 433 000 permis de construire sur les 12 derniers mois. Ce qui est mieux que ce qui est mieux qu'il y a 3 mois ou qu'il y a 6 mois, et ce qui est relativement encourageant. Néanmoins, on a toujours des besoins, et donc il faut toujours continuer à convaincre les élus de construire. Comment est-ce que les référentiels, les labels, etc., y contribuent sans créer une surenchère permanente qui vous met dans une position impossible ? Bon, d'abord, le label RE 2020, on est maintenant plus au clair sur l'univers dans lequel il va se définir et le calendrier. Le calendrier, ce sont des groupes de travail en cours qui ont pour vocation à déboucher fin 2022. Donc, on ne mettra pas de label RE 2020 sur la table avant deuxième semestre 2022. L'idée est plutôt d'aller couvrir des dimensions qui ne sont pas couvertes par la RE 2020. Donc, pas tant d'aller accélérer les jalons de la RE 2020, sur lesquels on a passé suffisamment de temps à négocier, mais plutôt d'aller chercher des questions autour de la naturalisation, de la récupération des eaux pluviales, des questions qui ne sont pas, la qualité de l'air intérieur, qui ne sont pas traitées par la RE 2020, pour ne pas être en accélération trop forte par rapport à un calendrier qui est équilibré. Après, en ce qui concerne les élus, moi je ne suis pas du tout favorable à normer ou restreindre par des textes législatifs ou réglementaires la capacité des élus à demander des choses, que je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. En revanche, pour moi, les référentiels, la discussion avec les élus sur la qualité, que ce soit la qualité environnementale ou la qualité d'usage, c'est aussi l'occasion de reparler de l'équilibre de l'opération. Parce que quand on parle hauteur maximale, quand on parle mobilisation à plein des capacités du PLU ou pas. Finalement, si un élu dit « Moi, votre projet m'intéresse, mais je voudrais que les appartements soient plus ci et moins ça, qu'ils soient plus grands, traversants ou autres, ou que leur qualité environnementale soit comme ci ou comme ça », c'est aussi l'occasion de dire « voilà, nous, on a un bilan d'opération. Le PLU permet de faire du R+5. Vous étiez plutôt en train de nous demander de faire du R+3. Maintenant, si vous voulez que les appartements, ou les maisons d'ailleurs, soient conformes à telle ou telle caractéristique, alors il faut peut-être revoir la question de la densité, parce que nous, ça nous permet d'équilibrer l'opération côté promoteur, et côté élu, ça vous permet d'avoir une opération que vous considérez exemplaire, positive, par rapport à ce que vous voulez apporter à vos habitants. Si on n'a pas autant d'inventions de référentiels que de communes, et si c'est l'occasion d'avoir une discussion globale sur si vous voulez tel critère de qualité, alors il faut accepter d'utiliser les possibilités du PLU. Ça peut être une discussion gagnant-gagnant. Autre sujet également de transition autour de la biodiversité.
et de l'artificialisation des sols, un sujet là aussi important et un défi, là encore, une transition à effectuer et sur laquelle on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc la loi climat et résilience durcit la lutte contre l'artificialisation des sols et on est conscient que celle-ci doit être optimisée autour de cette sobriété vers laquelle nous devons tendre. Parce que c'est vrai que notre monde n'est pas extensible, donc il faut qu'on soit vigilant sur ce sujet-là. Il nous semble aussi indispensable de trouver le bon équilibre en fonction des territoires, parce que c'est vrai qu'entre Paris, on prend souvent cet exemple, et Guéret ou Montluçon, les choses sont totalement différentes, et il faut qu'on puisse adapter ça à chaque des territoires. C'est pour ça que nous plaidons pour une définition claire et opérationnelle de ce qu'est l'artificialisation des sols et en souhaitant peut-être introduire, vous l'avez dit, vous souhaitez laisser un peu la main aux élus locaux, donc introduire une notion qui peut être en lien avec les élus locaux sur cette problématique artificialisation. Craignez-vous pas que la ZAN, telle qu'elle est prévue par la loi climat et résilience, soit in fine synonyme d'un renoncement à la construction neuve et d'un accroissement justement de ces fractures territoriales et de ces inégalités? En fait, on est en train de réaliser collectivement que des ressources qui auparavant étaient gratuites, inépuisables et fondamentales sont des ressources finies. C'est vrai de la qualité de l'air, c'est vrai de l'accès à l'eau et c'est vrai de l'accès au sol, enfin de la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser cette politique publique être en contradiction avec une autre politique publique qui est la capacité à répondre aux besoins de logement de tous les Français et de la démographie et de l'accroissement naturel de la population. On a donc deux sujets qu'il faut que nous concilions. La manière dont moi je pense qu'on peut s'en sortir, c'est d'abord, notre objectif c'est d'aller au zéro artificialisation nette en 2050. 2050 c'est pas tout de suite et surtout c'est net. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera plus jamais de sol, parce qu'on aura toujours besoin de continuer à construire pour du logement, pour des équipements, pour de l'activité économique. Ça veut dire qu'on essaye d'améliorer le nombre d'hectares qu'on artificialise par rapport à l'activité induite ou au logement induit d'un côté. Donc on est moins consommateur en foncier que ce qu'on était avant. Et que par ailleurs, dans un certain nombre de cas, il faudra qu'on développe une politique de compensation. Donc c'est d'abord un réflexe d'aménagement et de développement de la ville à prendre, de se dire que le foncier n'est pas une ressource inépuisable. Ensuite, le net, ça veut dire qu'on favorise en parallèle le retour à la nature, soit en ville elle-même, et de toute façon c'est une demande très forte des habitants des villes, soit en périphérie des villes, dans des zones dans lesquelles en réalité il n'y a plus grand-chose et qu'on pourrait rendre à la nature. Là où vous avez raison dans la question, c'est qu'on aille assez vite vers une définition. Définition réelle de l'artificialisation. Il y a un décret, la loi climat prévoit un décret qui sera délicat à écrire et important à concerter, ça j'en suis consciente, mais on y passera le temps qu'il faut. Et puis par ailleurs, la question de la compensation va être une question compliquée, comme la compensation en biodiversité. Ça veut dire quoi, la compensation en consommation de sol ? Ça se compte comment ? C'est quoi le périmètre de la compensation, etc. Donc on a un certain nombre de sujets techniques et derrière la technique politique qui sont devant nous. Enfin, sur la marge de manœuvre à donner aux élus, moi je soutiens très fortement. On s'est beaucoup battu dans l'examen du texte pour que ce ne soit pas une trajectoire homogène, moins 50% tous les 10 ans pour tous les territoires de France, mais qu'il puisse y avoir une réflexion locale sur à tel endroit ça peut être plus, à tel endroit ça peut être moins. Voilà pourquoi, parce que là il y a un grand projet structurant, là la démographie est plus développée, là elle l'est moins, etc. Ça c'est une discussion à avoir localement. Et vous l'avez dit aussi à juste titre, les élus qui ont pu observer ces phénomènes-là ont aussi un temps d'avance. Et je pense que dans l'observation, on a un travail à faire autour des observatoires de la consommation foncière. Dans beaucoup de territoires où malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui était intuitif
pour ces élus-là. Et quand on observe, c'est vrai qu'on peut se rendre compte de savoir là on a des besoins pour se nourrir, pour travailler, pour se loger. Et donc ça permet justement d'avoir une équation et une définition qui peut être plus simple, même si je suis d'accord avec vous. Tout ceci n'est pas très simple à définir. En tout cas, on est à votre disposition aussi pour y travailler. Vous nous aviez invité l'an dernier, lors de notre dernière convention, à réfléchir justement à réinventer ces formes urbaines et des formes d'habitat plus mixtes que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et donc, comment justement, selon vous, résoudre ce paradoxe entre la ZAN, le projet de densité, cette volonté aussi de nos citoyens d'habiter un habitat peut-être plus individuel, de retrouver justement des espaces extérieurs et également de disposer d'espaces verts au niveau de la ville. Tout ça en étant proche, bien évidemment, des centres d'intérêt économique pour éviter justement ces transports plus importants. Mais ça, c'est vraiment la question fondamentale que vous posez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé une grande démarche à la fois citoyenne et avec toutes les parties prenantes qui s'appelle « Habiter la France de demain ». En fait, mon objectif, c'est de poser cette question à tout le monde, aux professionnels, aux experts, mais aussi aux Français, et de construire à partir d'une vision et des aspirations des Français. Il faut qu'on comprenne ce que souhaitent aujourd'hui les Français après des années de métropolisation, après 2 années de crise sanitaire qui ne sont pas encore totalement finies. Quelles sont finalement les attentes en matière de logement, mais pas seulement en matière de logement, en matière de logement, de transport, de travail, de télétravail. Et donc en fait, comment est-ce qu'ils veulent habiter et où ? Ce qui est sûr, c'est que la réponse n'est pas dans l'opposition entre d'un côté l'immeuble de centre-ville, dans un quartier très dense avec pas d'espace extérieur et des appartements un peu petits, et le lotissement de maisons individuelles qui ont chacune une parcelle, qui sont en très grande périphérie, soit des grandes villes, soit même en périphérie des villes moyennes, voire des bourgs, et qui posent des questions d'accessibilité, d'accès aux services et autres. Entre le lotissement et l'immeuble de base, il y a un énorme éventail de solutions. Il faut qu'on arrive à faire rêver et donner envie sur des formes nouvelles. Vous en construisez tous les jours des formes nouvelles, il y en a plein. Ce sont des maisons groupées, des maisons de ville groupées. Ce sont des immeubles dans lesquels il y a des espaces collectifs partagés, terrasses par exemple de dernier étage ou jardins partagés. Ce sont des immeubles dans lesquels chacun a son entrée individuelle et donc qui en fait s'emboîtent un peu comme des maisons individuelles. Enfin, on a énormément en fait, de solutions intermédiaires et puis évidemment toutes les rénovations du bâti existant dans lesquelles on peut refaire des choses très intéressantes. Toujours dans la transition, nous, au niveau du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment, nous avons également amené un nouveau métier, un 4e métier, qui est celui du rénovateur global. Donc là aussi, on va vers une transition. Aujourd'hui, 25% de nos adhérents ont déjà une activité de rénovation globale, en plus de leur activité principale autour de la promotion de l'aménagement ou de la maison individuelle. Donc ça va également dans le sens de ce que vous avez pu dire tout à l'heure sur le fait qu'il faut qu'on s'adapte un petit peu, qu'on adapte nos modèles à l'évolution de notre économie. Et donc, une des pierres à l'édifice, c'est la rénovation globale. Quel regard portez-vous sur notre démarche et quels sont, selon vous, les leviers à actionner pour permettre à davantage de ménages à s'engager vers cette rénovation globale ? Nous, on travaille sur un contrat aussi pour pouvoir les rassurer un petit peu, les sécuriser. Donc, le prix peut être aussi assez élevé, entre 50 à 70 000 euros. Donc là aussi, souvent, ça peut être un handicap. Donc, quelle est votre vision des choses là-dessus ? Moi, je suis très, très favorable à l'initiative que vous avez prise. Vraiment, je la salue. Dire c'est un 4e métier, c'est une offre de service à part entière, c'est un métier technique, ça ne s'oppose pas. Il n'y a pas soit la construction, soit la rénovation. En fait, ce sont les mêmes entreprises et le savoir-faire qu'elles ont, elles peuvent le mettre à disposition soit de l'acte de construire, soit de l'acte de rénover. Je trouve que ça va vraiment dans le bon sens et que c'est vraiment une belle initiative. Et c'est la même chose pour l'idée d'avoir un cahier des charges
qui permet de rassurer les ménages sur si on s'engage dans un projet de rénovation globale. Voilà comment ça va se passer, une forme d'engagement de qualité et de service de la part de vos adhérents. On a absolument besoin de continuer à accélérer la rénovation. Si on a des aides, des entreprises qui s'engagent sur la qualité, un accompagnement et le financement du reste à charge, normalement on doit y arriver. Juste avant de conclure, on a parlé tout à l'heure lors de notre premier item sur l'anti-construction neuve un petit peu et puis la relation qu'on pouvait avoir avec les élus. Là aussi, des fois, on a le sentiment qu'on nous voit toujours comme des gens qui sont des bétonneurs compulsifs. C'est frustrant pour nos adhérents de constater que l'image de la construction neuve est peut-être ternie avec cette image d'Épinal et cette étiquette qu'on peut nous coller un petit peu sur la tête. Donc c'est vrai que ce courant de pensée anti-construction s'est diffusé dans de nombreux territoires. Nous avons la conviction que c'est un challenge important à relever et que là aussi, pour résoudre la crise de l'offre, François Rebsamen l'a dit, il faut réhabiliter l'acte de bâtir et inverser ce regard-là. Donc, à vos yeux, comment pouvons-nous réconcilier les Français avec cet acte de bâtir et comment agir pour convaincre que construire est une source de projet et d'évolution pour notre société ? Vous avez raison de repartir de l'idée qu'il faut réhabiliter l'acte de construction, parce que je pense que François Rebsamen a raison, une partie du sujet est culturelle. Et quand on parle des élus, en fait, on parle à la fois des élus et des Français eux-mêmes, puisque les élus sont aussi le reflet des préoccupations de leurs concitoyens. D'abord, il faut redire que la construction, c'est un acte de générosité, puisque ça permet d'accueillir des nouveaux habitants qui, en généralité, sont mal logés, n'ont pas accès au logement de leur choix. Donc c'est un acte dans lequel on s'ouvre vers d'autres. Ensuite, toutes les questions de qualité qu'on a abordées plus au début de cet entretien, qualité environnementale et qualité d'usage, sont probablement en fait la bonne manière de traiter le sujet, c'est-à-dire convaincre tout le monde que les projets vont être respectueux de l'environnement, permettre une belle qualité d'usage par les familles qui arriveront dans ces immeubles, dans ces appartements ou dans ces maisons, et donc montrer que cette construction est une construction positive, durable, soutenable, à la fois socialement, et c'est aussi très important de pouvoir continuer à construire des logements sociaux, et environnementalement. Après, les élus ont aussi des questions sur leur propre modèle économique, et c'est l'un des axes du travail qui est mené par François Rebsamen. Donc une partie est autour du discours politique, une partie est autour du modèle économique du point de vue des élus. Et tout ceci rentre dans la discussion plus générale que je mentionnais tout à l'heure, Habiter la France de demain, parce qu'il faut aussi qu'on redise à nos concitoyens que nous avons toujours besoin de construire et qu'on peut être soucieux de l'environnement et continuer à construire et qu'il y a des solutions. Moi, je considère que ces politiques publiques-là, la politique du logement, de l'aménagement du territoire, on ne peut les réussir qu'avec les acteurs et les parties prenantes. Donc je suis une adepte du dialogue rapproché et franc. Rapproché parce qu'il faut se parler souvent pour se comprendre. Franc parce qu'à un moment, moi c'est mon rôle aussi de vous dire cette direction je suis d'accord, celle-là non j'irai pas parce que je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais au moins ça permet à chacun de se comprendre et ensuite d'avancer ensemble. Le logement, c'est l'une des préoccupations principales des Français, c'est le premier poste de dépense des Français. On a besoin de continuer à construire en France et de rénover. Donc on a besoin d'entreprises de la construction, d'entreprises du bâtiment, d'une filière performante, innovante, réactive. On a besoin de tout l'écosystème, les élus. Et puis surtout, remettons ça dans le débat politique, faisons du logement un beau sujet de la campagne politique qui arrive, parce que finalement, redonnons-lui l'importance politique qu'elle a pour les Français. Merci. Très bien, merci à vous.